On se prépare pour la bombe de Sid. Wow! Exécuté. Tonnerre! C'est le tombé. Hey, ça fait 1, 2. Ça y est, Raymond! Ah! 3! Ça! Un nouveau champion! Incroyable! Le titre change de main! On a un nouveau champion! Sid le 5e! Alors là, on a tout vu, hein? C'est incroyable, Raymond! Ici Christophe Ajus, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez Soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Hanson GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier, the mullet man, the mulletator, world class champion bad mouth. Tu l'avais oublié. Et comme dirait mon ancien partenaire, Sylvain Sly Garnier, tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à cette liste. Sourd, aveugle, sénile, amnésique. Amnésie, mesdames, messieurs. Tu l'avais encore oublié, Marc. Ben non, je ne l'ai pas oublié. Ben oui. Ben non, je l'ai dit. Je l'ai pas oublié. T'es amnésique, Marc. Amnésique, ça veut dire quoi? C'est ça. Hey, je me demande combien il y a de nos auditeurs qui skippent le début. Hey, bonne question. On devrait faire un sondage sur la page Facebook. Soyez-y, mesdames, messieurs. Si vous n'êtes pas membre, allez vous inscrire. Et David Jouan. Le Don Innova. Tu l'avais, Marc. Le Don Juan des pauvres. On va faire un sondage sur le groupe. Ça serait bon de savoir là, ceux qui aiment ça, notre intro, parce qu'on fait du temps. Là, on est rendu à 27 minutes 30 secondes d'intro. J'ai vu une photo de David. Il faut que je lui écrive. Le tabarouette, il avait de l'air mal en point. Oui, moi aussi, j'ai vu ça. Écrit sur notre groupe avec lui, là, on va prendre des nouvelles. Il était tout en érection. Là. Pardon? Non, il était bandé. C'est ça. C'est un bandage. Et Marc, ça, c'est louche. Il va y avoir des bips là-dessus. Là. On a une jeune auditoire. Hey, as-tu vu ces affaires de bips qu'elle nous a rajoutées après quand j'ai dit « Connais pas ça, lui, les bips. » Ben oui, tu le sous-estimes, David Jouan. Oui, c'est vrai. Une chance qu'il est là. Hey Marc, on perd pas de temps parce qu'aujourd'hui, on va dire aux auditeurs, l'épisode est consacré à Sid, la carrière de Sid Vicious, Psycho Sid, Sid Justice. Mais avant, pour une 3e semaine consécutive, on ramène le segment le plus populaire du podcast, les nouvelles à Blondin. Parle-moi de ton poids, là. Il va falloir faire des petites... tu sais, les nouvelles à Blondin, on va avoir un petit jingle, là. Oui, un petit jingle, un thème, oui. Parce que là, c'est tellement populaire, ce segment-là, Marc. Parle-moi donc, tu chantes tellement bien là, quand tu fais professionnel. Pour peut-être t'engager. Mon intro avant, c'était votre rendez-vous pour tout savoir ce qui se passe sur la lutte à travers la planète. C'est ça. On n'est plus là. Non, on n'est plus là. Bon, change pas de sujet, Marc. Parle-moi de ton poids. Je suis pas gros! Bien, écoute! 11 livres. Wow! 11 livres de perdu. Ouais. Parti à 2,34, j'étais à 2,23. J'ai hâte de descendre à 2,20. Je fais hier un petit poisson blanc avec des légumes, une salade, presque pas de vinaigrette, un petit verre de rosé, that's it, that's all. Wow! Un nouvel homme. Et là, même pas besoin du jeûne intermittent. Tu manges normalement comme tout le monde. Moi, je le fais quasiment involontairement parce que je soupe tôt. Comme là, après notre segment, j'embarque sur le tapis roulant, je fais mon entraînement.
il va être à peu près rendu 11 heures, le temps de cooler down. On va manger à midi, c'est quasiment 16 heures. Ça va être un bol de céréales avec quelques morceaux de poire avant le souper. Fait que tu n'as pas déjeuné ce matin, Marc. Non, Ah, non. écoute. Mais j'ai fait de la grasse matinée, je me suis levé à 7 heures. Wow, l'insomniaque s'est pas levé à 4 heures du matin, a commencé à envoyer des courriels puis regarder son petit journal de Montréal avec sa petit tapis de souris. Je l'ai fait, mais un peu plus tard que prévu. Bon, ben félicitations pour le poids. Parle-moi de la barbe, là. Qu'est-ce qui arrive? Ah oui, nouveau look, j'ai décidé d'arborer. Ben là, comme j'avais 8 mentons, là, il Oui. m'en reste 6. Fait que c'est moins pire. Mais oui, je reprends le look automnal de la barbe. Ma femme aime beaucoup son époux barbu. Mais ton épouse Jazz, on la salue, sûrement l'écoute. Oui, sûrement, sûrement. Et là, il y a des rumeurs qui courent, Marc, dans le monde underground, que tu serais en train de te faire un nouveau tatou. Bon, c'est fait, c'est ça. Handsome GF, il connaît tout, il sait tout. Ou tout comme dans Tatou. Oh, bon jeu de mots. Mais parle-nous-en, Marc. As-tu vu? Matou et non Tatou. Bon, hey, là, ça va haut, là. Oui, oui, effectivement, j'ai décidé de me faire tatouer le logo Self-Proclaimed Legend. Est-ce qu'on l'a vu, ce logo-là? Ben oui, des chandails puis tout, là. Ah, c'est vrai. Avec le mégaphone, là. Ah oui, Puis, parfait. Écoute, tu vas faire tatouer ben, ça où? C'était pas trop je indiscret. ne sais pas. Je suis rendu là, il me reste juste ça. Le rendez-vous est pris, le coût est réglé. Marc, la logique serait... C'est un que tu mollet. fasses- Ben oui, t'as pas le choix, là. Ça fait pas... C'est pas parce que ça va faire mal sur le mollet épouvantable qu'il faut pas que tu le fasses là. Ben non, le mollet, je ne sentirai rien. C'est de l'acier. Imagines-tu quel genre d'acier? Oh, galvanisé, trempé. Ah, il m'en manque un. Galvanisé, trempé. Je sais qu'il est noir, là. Mais c'est quoi l'autre mot? Marc, t'as à peu près 10 citations à plugger dans un show, puis tu viens d'en oublier une sur 10. Ça va bien. Qu'est-ce qu'on va faire à Bound for Glory si tu les oublies toutes? Hey, je sais pas. Parlant de Bound for Glory, là, on cherche des idées pour avoir de l'argent pour pouvoir y aller. On a besoin de 2000. Ouais, les commanditaires, là, à l'écoute, là, si vous voulez qu'on vous fasse de la pub là, partout sur nos médias sociaux, là, avec tous les amis qu'on a, des apparitions, concours d'Athémie, je suis prêt à en donner à tous vos employés si vous voulez participer, mais faire ça part, ceux qui veulent nous aider, on est ouvert à tout. Si vous avez une paire de billets à nous donner ou à nous vendre pas cher, dites-le nous Oui. pour le Canadien. Est-ce qu'on check tout ça? Là? Marc, prochain sujet et dernier sujet des nouvelles à Blondin, Simmania. On en parle à toutes les semaines. 1er novembre prochain, un vendredi soir, microbrasserie, l'entêté. C'est une nouvelle sur l'évolution de la carte. Là, on a annoncé en grande primeur la semaine passée que Handsome GF allait affronter Santino Marella dans le match Special Attraction. Mais est-ce que tu as du nouveau pour nous cette semaine? Oui, il y a Fred de Romeo accompagné de Joey Soprano qui va affronter Green Phantom dans un combat de cercueil. Oh, combat de cercueil, on va utiliser on sera le lendemain. Ben oui. Le lendemain de l'Halloween. Hein? Ben oui, c'est thématique. Et là, je cherche mon autre papier. Ben, évidemment, évidemment. Marc, on a le premier. Le premier. On va couronner le premier champion, Simmania. Exactement, la ceinture Simmania. Alors, c'est les deux matchs de demi-finale. Oui, j'ai choisi 4 lutteurs que, en concertation avec Guillaume et André, mes deux sbires. Je suis pas capable. Vas-y. Alors, on a Max Lemire. L'homme fort de la lutte au Québec. Un des 4 qui va affronter Mononcle Saint-Jacques. Ah, lui, je l'aime, Mononcle Saint-Jacques. La deuxième et dernière demi-finale, Jérémy Prophète. Oh, qui m'a lancé quelques injures lors du dernier spectacle qu'on a fait à Sainte-Madeleine. Et lui va affronter Ian Harrison. Wow! Quel gros quatuor! Ça va être bon. Un de ces 4-là sera le premier champion Simmania. Il aura la ceinture de zinc autour de la taille. Oui, le zinc est arrivé et était dédouané, là. Au Pakistan, c'est ça? Oui, exact. Bravo, t'écoutes. Hey, on a un combat d'intro, Jake Madison, que j'ai bien aimé, qui va affronter un élève de notre ami Santino Marella, Matizzi, que j'ai vu, une émule
Speedball Mike Bailey, un jeune de Wow, ça va être 19 bon. ans de Toronto. Alors, ça va bien. Il reste peut-être un combat à régler, là, mais grosso modo, le combat de cercueil, le combat d'intro, l'attraction spéciale, les 2 demi-finales, la finale. On est rendu à 6 combats, mais on regarde peut-être pour un combat par équipe. Wow, hey, ça va être bon, ça. Alors, les billets, est-ce qu'ils sont déjà en vente, Marc? Pour l'instant, il n'y a pas de billets en vente. C'est des Table tables VIP? VIP. Il y a une liste d'attente. Fait que je communique avec chaque personne que sa table. C'est toujours les premiers à refuser ou accepter le Oui. prochain Simmania. Je pense que c'est une question de respect. Et on cherche également des commanditaires. Alors, ça vous tente de commanditer cet événement-là. À la carte sport a déjà décidé de commanditer. D'ailleurs, parlant de la carte sport, le 10 septembre, c'est. Là, nous, on va être. Ouais, le 10 septembre, c'est la semaine prochaine. On a un autre événement, puis on appelle ça un break de cartes gradées. Alors, ça OK. coûte 50 de la partie, comment on pourrait dire ça, du Mystery Pack. Et il y a Oui. 10 cartes gradées. Vous pourriez gagner, entre autres, une table VIP pour Simmania 7, mais une des 10 cartes gradées est celle de Slavkowski. Celle est gradée 10. C'est une valeur de 375 $. On ne sait pas. Wow. On les a reçus. Ils ont été gradés. On va savoir le grade et la valeur quand on va les ouvrir. Wow, ça va être le fun, ça. Fait que écrivez-moi si vous l'achetez. Mon chum, le Viking, Steph Côté, a déjà acheté 3 participations à 50. Fait qu'on en a 50 à vendre. On a une dizaine de jours. Go, 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 go. Merveilleux, merveilleux. Hey Marc, je pense que ça fait le tour des nouvelles à Blondin, à moins que tu aies un lapin à sortir de ton chapeau. Non, pas de lapin ce matin. Donc, cette semaine, on saute dans le vif du sujet. On l'a su le 26 août dernier, s'est éteint Sid Udy ou Sid Vicious, Psycho Sid, tous le sobriquet qu'il y avait, à 63 ans. Et Marc, qui mieux que Bertrand Hébert pour nous parler de l'histoire et de la vie de Sid Vicious? On avait déjà une entrevue prévue avec Bertrand qui a été enregistrée pour l'épisode qui devait avoir lieu sur les commissions athlétiques, qui sera remis à la semaine prochaine, évidemment. Mais oui, et encore une fois, j'ai appris plein d'affaires. Je te laisse le présenter. Alors, sans plus tarder, l'entrevue que tu as réalisée avec notre historien, le professeur Bertrand Hébert. On est content de retrouver notre professeur Bertrand Hébert. Bert, comment vas-tu? Ça va super bien. On est bien reposé. Comment a été ton séjour dans la ville du vice, Vegas? Ouais. Moi, je ne suis pas un partisan du vice, je suis un partisan des spectacles, des bons restos, de profiter de l'air du désert. Moi, là, je passerais mes hivers à Vegas avant de les passer n'importe où ailleurs. Là. Pourquoi? L'air chaud. C'est l'air chaud. Moi, je trouve que l'air est chaud tout le temps, mais c'est sec, c'est pas humide. En Floride, tu attends l'ascenseur puis tu te mets à dégoûter. Tandis que là-bas, tout le temps, il y a un vent chaud quand tu te promènes, même s'il fait chaud. C'est bien organisé. Il y a des fonds, il y a des jets d'eau en permanence un peu partout. Il y a l'air climatisé partout. Sur Fremont, où on était pour le Cauliflower Alley Club, toute la rue est un toit pour nous protéger du soleil. Donc, c'est chaud. Comment se fait? J'ai pas vu ça, moi. Quand je suis allé là-bas. Fremont, il faut que tu ailles voir ça, Marc. Il y a un nerd bar. Mais il y avait l'after party était au nerd bar. Ouais, le nerd bar. On ne l'a pas trouvé, puis quand on l'a trouvé, on a reviré de bord. C'est tout au bout de Fremont. C'est vraiment hot. On était voir un show de lutte de midget de nains. Ah, ouais. Il y a un show à tous les vendredis, samedis, il y a un gala de lutte de nains au Nerd Bar. C'est les mêmes micros lutteurs qu'il y avait dans la série, entre autres. J'ai d'ailleurs participé à un concours de strut à la Ric Flair. Je t'ai vu danser, Santana Jackson, qui est un imitateur de Michael Jackson qui fait de la lutte, mais qui aussi participe à un spectacle à Las Vegas en hommage à Michael Jackson. Donc, ça a été vraiment plaisant. Sous le Nerd Bar, il y a un magasin qui s'appelle le Toy Shack.
donc les amateurs de jouets vintage. Puis c'est le fun parce qu'ils ont du vintage high-end puis du vintage low-end, c'est-à-dire que tu peux avoir des affaires à 5$, des affaires à 400$. Mais tu peux trouver tes choses. Moi, j'avais des éléments que j'avais amenés pour la convention que je n'avais pas vendus. Puis on m'a échangé un bonhomme LJN du Macho Man. J'ai pu me procurer une figurine de Star Trek que je trouvais vraiment cool en échange. Donc, c'est vraiment plaisant. Il y a plein de choses à découvrir autres que les machines à sous. J'aurais dû te parler avant d'y aller. Ben oui, moi, j'étais un expert. Ça faisait 6 ans que je ne suis pas allé à Las Vegas, mais c'était mon 7e ou 8e voyage. J'ai perdu le compte. Et le cauliflower... ça a été super. On a pu faire la promotion des livres, des cartes, tous les éléments qu'on a. J'ai rencontré Sting pour la première fois, donc c'est check sur le bucket list. Pour moi, c'était cool parce qu'il y avait Negro Casas qui recevait le prix pour la Lucha Libre que j'ai aussi rencontré, puis il était avec son gendre, qui est en ce moment Psycho Clown, qui est comme la plus grosse vedette de AAA Wrestling. Puis Negro Casas, il a une carrière de 40 ans en arrière de lui. Quand j'ai commencé à regarder la lutte, il luttait déjà. Donc, c'est une légende de la lutte mexicaine. C'est des choses comme ça. Puis, plein de gens là, qui se faisaient 6 ans, effectivement, j'étais pas allé au Cauliflower Alley, là, qu'on a pu rencontrer puis jaser, avec qui on a eu beaucoup de plaisir. Puis bon, là, c'est la première fois qu'on était près de Fremont Street. Là. Puis on est au Plaza. Le Plaza était au bout de la rue. Fait que t'arrives, t'es au début de la rue, il y a des stages, il y a de la musique en permanence, des spectacles en permanence. Puis là, tu traverses Fremont jusqu'au bout. Là, le Nerd Bar est à l'autre bout. Tu me demandes, tu as des questions pour Vegas, tu me le demanderas. J'aurais dû te le demander avant, je pense pas moi y retourner tout de suite. On sait jamais. Mais moi j'adore Vegas. Puis là, c'est ça, j'ai découvert d'autres choses à Vegas qui vont devenir des checkmarks sur mon calendrier lors des prochaines visites. Puis, j'ai fait mon pèlerinage habituel au Pinball Hall of Fame. Donc, toutes les machines pinball impossibles et possibles des années 70 à nos jours sont présentes. On peut y passer une demi-heure, on peut y passer toute la journée. Là, ça, c'est à côté de la fameuse enseigne Fabulous, Welcome to Fabulous. Oui, c'est tout près, c'est effectivement tout près de Fabulous Las Vegas. Puis quand c'est le début de la strip, on arrive, là, c'est le Luxor, la fameuse pyramide, suivi par le château, suivi par New York, New York. Après ça, on débarque à New York. Après ça, c'est Paris. Après ça, c'est Venise. Ça a été beaucoup de plaisir. Du beau temps. J'entendais parler des rumeurs au Canada. Il faisait pas beau, il pleuvait, puis il faisait froid. Mais de notre côté, on a pu profiter vraiment de la belle température. Ma place au soleil, soleil. Nouvelle triste qu'on a appris cette semaine. Moi, ça m'a surpris. C'est le décès de Sid Vicious, Psycho Sid, parce que j'ai encore des gens, des VIP de Simmania qui écoute, il n'y a pas 6 mois, m'ont demandé, t'es prête à le payer pour qu'il soit un invité de Simmania? Jusqu'à temps qu'on voit des photos de lui plus récentes, on s'est dit, OK. Ben, il est né en 1960, hein, donc par la force des choses, il avait 60 quelques années dépassées. Donc, effectivement, il avait un peu physiquement changé, c'est la moindre des choses. Et apparemment, a caché à la majorité des gens près de lui, dans le monde de la lutte, qu'il avait un cancer, qu'il combattait un cancer probablement depuis quelques années. J'entendais PCO en parler à l'émission des Rois de l'Arène, puis il semblait dire qu'en rétrospective, il comprend certaines des conversations qu'il a eues avec son ami Sid, en sachant qu'il était atteint d'un cancer puis qu'il combattait cette maladie-là. Mais sur le coup, il n'en a pas parlé et que c'est un peu le même motus operandi qu'il a fait avec tous les gens du milieu, là.
Donc, c'est quelque chose qui est très privé. Ça explique aussi beaucoup, là, quand il y avait des messages sur les médias sociaux pour Sid, Sid UD de son vrai nom, c'est souvent en lien avec ses petits-enfants, passer du temps avec sa famille, rattraper le temps perdu. Donc, il a vraiment mis les bouchées doubles de ce côté-là dans les dernières années. Puis, on comprend peut-être un peu mieux pourquoi faisait pas de la lutte ou des conventions, de ces choses-là, une priorité. Ça explique aussi peut-être exactement là, les changements. Là, il avait l'air un peu enflé en rétrospective comparé à sa prime jeunesse. Donc, le cancer puis combattre cette maladie-là expliquerait là, effectivement qu'il ait pu avoir une apparence légèrement différente. Sid Vicious, c'est quelqu'un, je pense que c'est un peu comme le Ultimate Warrior, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait une énorme présence. Des faciès intéressants, un physique incroyable, un grand bonhomme qui va facilement marquer l'imaginaire. Et il va justement, à cause de ça, recevoir plusieurs chances de s'améliorer. Par contre, comme l'Ultimate Warrior ne deviendra jamais le plus grand des workers ou le plus grand des travailleurs, par contre, avait une excellente réputation derrière le rideau avec les gens, au contraire du Warrior peut-être. Donc, ça a été une très, très bonne personne. Moi, les quelques fois que je l'ai croisé, il était toujours un peu plus professionnel, gentil, humain, prendre le temps de prendre une photo sans aucune anicroche. C'est quelqu'un qui a eu une excellente carrière. Et justement, quand il a frappé son prime, si on veut, a été champion du monde. Ce qui est quand même pas rien, c'est pas donné à tout le monde, surtout à cette époque-là où on donnait pas nécessairement la ceinture comme un prix de consolation ou c'est à ton tour. Il y avait toujours un plan. Il commence sa carrière en 87 dans le Continental Championship Wrestling, basé Tennessee, Alabama. Sid est originaire de l'Arkansas. C'est tout dans le même coin. Là, si tu me dis 87, ça veut dire quand même, il est né en 60. Il a commencé à 27 ans. Oui, il a commencé sur le tard. Effectivement. Et il va commencer sous le nom de Lord Humongous. Donc, les gens se souviendront peut-être d'avoir vu des photos dans les magazines. Et ça ressemble un peu à un personnage de Mad Max, c'est-à-dire espèce de gars habillé avec des straps de cuir ici, puis un masque vintage de goaler au hockey. OK. Donc, c'était le nom, c'est une façon un peu de le cacher à la base. Il va y avoir plusieurs Lord Humongous par la suite. Donc, ça mettait en valeur son physique, sa grandeur, en cachant les défauts d'une jeune et verte recrue. Il va avoir quand même du succès de ce côté-là. Il va être entre autres en équipe avec Shane Douglas dans une première histoire là, où on racontait que les deux étaient des amis d'enfance, ce qui faisait que Lord Humongous, qui était un méchant, va devenir un gentil. Moi, je me souviens d'avoir lu ces histoires-là dans les magazines dans le temps. Par contre, après un passage avec World Class Championship Wrestling, il va adopter le surnom qui va lui rester le plus marqué dans ma mémoire, en tout cas à moi, c'est Sid Vicious. Parce que justement, pour une raison là, difficile, Sid Vicious, le Vicious dans la lutte, puis la façon qu'il luttait, tout ça fitait ensemble. Il était gros, il était épeurant, puis il avait l'air de martyriser ses adversaires. Puis, en plus, ben, pour les gens hors du monde de la lutte, Sid Vicious, ça voulait aussi dire le batteur des Sex Pistols, qui portait le même nom. Donc, il y avait comme une façon là, que les gens retiennent ce nom-là. Et c'est probablement là que tu vas connaître Sid pour la première fois. En 89, il va se rendre avec la WCW. Il va, entre autres, faire des Skyscrapers en équipe avec Dan Spivey avant de se blesser. Il va être remplacé par l'Undertaker Mark Calloway dans cette équipe-là. Mais quand il va revenir, il va faire partie des Four Horsemen. Et c'est un moins fidèle quand toi, Richard Charland, étiez au commentaire à la WCW. Il était un des membres des Horsemen à ce moment-là. Ça se peut, mais je m'en souviens pas. Ah, écoute, hein, c'est comme Ozzy Osbourne puis WrestleMania 2. Hein? Lui non plus, il s'en souvient pas, mais il était là. Donc,
Il va connaître une belle run quand même à cette époque-là. Il est toujours green, on s'entend. Il arrive là en 89, ça fait 2 ans qu'il fait de la lutte. C'est beaucoup demandé comme step-up à une jeune et verte recrue qui a une expérience quand même limitée. Une des choses dont les gens se souviennent beaucoup, c'est qu'il avait lutté contre Sting pour le championnat du monde à cette époque-là. Et son comparse des Horsemen, Barry Windham, va se déguiser en Sting. Donc, on va faire un segment où le combat se dirige backstage. Et là, ils reviennent se battre dans le ring. Et là, Sid Vicious bat Sting pour devenir champion du monde. Là, personne ne comprend pas rien. Et là, on s'aperçoit que c'est peut-être pas Sting. C'est en fait Barry Windham qui s'est coupé les cheveux comme Sting, parce que Windham avait une longue chevelure blonde. Même costume que Sting, même make-up que Sting. Et on va avoir une caméra qui va nous montrer Sting qui a été attaché backstage pour pas qu'il puisse revenir puis qu'on nous fasse croire. Le combat va être relancé et Sting L'idée est bonne, par exemple. Mais ça a marqué l'imaginaire de cette époque-là pour Sid dans ses storylines. En 91, eh bien là, c'est le grand saut. Là. Après une rivalité à oublier contre le géant Gonzalez, Sid va quitter la WCW et se signer avec la WWE. Ça semble être un match parfait, c'est-à-dire c'est exactement le type de lutteur, le type de personnage, de look que Vince McMahon et la WWF aimaient à cette époque-là. Il va changer de nom parce qu'on est toujours à l'époque où Vince veut posséder les noms, donc il va devenir Sid Justice à ce moment-là. C'est vrai. Et Sid Justice se veut d'abord un babyface. C'est vraiment un peu bizarre parce que jusqu'à ce stade-là, il a toujours été un heel. Donc, clairement, on le voit un peu dans le rôle du fameux remplaçant de Hulk Hogan qu'on cherchait toujours, là. Donc, il va faire son première apparition, son premier segment avec Jacques Rougeau, le Monty, qui avait quand même beaucoup de chaleur en tant que méchant à ce moment-là. Donc, il va faire une intervention de ce côté-là. Bon, selon moi, un des moments les plus marquants pour lui, c'est la Royal Rumble de 92. Alors, on attend qui maintenant? Il en reste très peu à venir sur le ring. C'est le 29e, Sid Justice! Oh là 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 là! Alors lui, Sid Justice, il s'est juré de prendre cette ceinture. Oui, là, il veut la ceinture aujourd'hui. À tout prix. Regardez un peu le colosse. À Albany, New York, pour continuer notre storyline de l'État de New York, où il va être dans les 4 derniers avec Ric Flair, Hulk Hogan, et il va être impliqué dans le finish avec Flair Hogan, qui va conduire à Flair remporter la Rumble et remporter le championnat du monde. Ce qui est un peu drôle parce qu'il est parti de la WCW parce que, entre autres, il trouvait qu'il y avait pas assez d'espace pour monter plus haut parce qu'il y avait des gars comme Ric Flair en avant de lui. Puis par le temps que tout se met en place, Ric Flair est encore en avant de lui à la WWF. Mais bon, ça, c'est les politiques et le talent versus qu'est-ce que les gens pensent au niveau du créatif. Et là, quand même, la réaction est intéressante parce que il va être éliminé par Hulk Hogan, puis ensuite, il va tenir la main. Non, c'est ça. Il élimine Hulk Hogan, et là, Hulk Hogan va lui tenir la main, ce qui va faire que Ric Flair peut l'éliminer. Il va le ramener, regardez-le. Hogan qui tente de... Non, il n'a pas le droit de faire ça. Il est éliminé, Hogan. Regarde! Oh là là! Non! Hey, ça y est! Non! Oh, c'est pas vrai! Oui! C'est pas vrai! Qu'est-ce qu'il vient de faire? Justice est passé par-dessus et ça donne la victoire à Ric Flair! Incroyable! Incroyable, mais vous l'avez vu, on l'a vu. C'est Ric Flair qui va s'accaparer de la ceinture de la WWF. Donc, il y a comme une espèce de rivalité déjà qui est en train de se construire entre Hogan et Sid. C'est là que son rôle de justicier prend un peu le bord parce qu'il avait d'abord été comme arbitre. C'était un peu nébuleux où on s'en allait avec tout ça à la base en rétrospective. Parce que justement, tout le monde qui connaissait Sid le voyait plus comme un méchant, alors qu'on l'a amené comme une espèce de justicier. Tout est un peu bizarre. Puis clairement, on voyait qu'on s'en allait vers un méchant justice parce que c'est là qu'il est le plus à l'aise. Pas drôle avec le nom. Oui, c'est ça, exactement. Mais à Albany, qui est une grosse ville de lutte, Sid a une meilleure réaction que Hulk Hogan à ce jour
les images de la Rumble sont un peu trafiquées pour vous faire bien paraître Hogan par rapport à Sid dans la réaction, parce que la réaction de la foule n'était pas exactement ce qu'il aurait cru à ce moment-là. Sid était très populaire. C'est ça qu'il faut se rappeler. Moi, je me souviens, Sid, c'est le genre de lutteur qu'on voyait dans les magazines, qu'on voyait une fraction de seconde dans un bout d'entrevue, puis soudainement, ça devenait ton meilleur parce qu'il était tellement impressionnant. D'ailleurs, tu en parlais justement, les gens disaient « Ah, Sid, tu devrais faire venir Sid pour Sid Mania ». C'est pas parce que c'était le meilleur lutteur au monde, c'est juste parce que c'était quelqu'un qui était impressionnant à rencontrer, impressionnant à voir à la télévision. Des personnalités plus grandes que nature. On dit souvent que la lutte est secondaire si tu as la personnalité. C'est ça qui est le plus dur à aller chercher. Puis quelqu'un qui a la personnalité puis le physique comme Sid, ben, va avoir des chances que quelqu'un d'autre n'aura pas. Donc, tout ça conduit à WrestleMania 8, ce qui n'est pas rien. Hein. Il va se retrouver dans la grande finale de WrestleMania 8 avec Hulk Hogan. Sid Justice, le gargantuesque, affronte l'immortel Hulk Hogan. Un match mano à mano. C'est pas un fait d'armes anodin. C'est sûr. C'est pas le plus grand match de Hulk Hogan. C'est pas la meilleure finale de WrestleMania. C'est le retour du Ultimate Warrior à la fin de ce combat-là. Papa Shango s'en mêle. Il y a Downtown Bruno ou Bruno Lawler, Harvey Wippleman pour les gens de la WWE qui sont managers. C'est pas un classique, mettons. Mais c'est quand même le main event de WrestleMania. On était au Hoosier Dome. On est dans un grand stade comme aujourd'hui. Mais bon, selon toute vraisemblance, il va échouer un test de pipi et va tout simplement donner sa démission et dire qu'il s'en va jouer à la balle molle professionnelle. C'est un grand amateur de balle molle. Il va jouer dans des ligues semi-pro et pro. Dans le temps où il faisait des indépendants, il y a plusieurs histoires où Sid cancellait son booking de lutte pour aller jouer à la balle molle. Donc, c'est clairement quelqu'un qui aurait peut-être préféré avoir une carrière au baseball ou dans la softball plutôt que la lutte. Malgré qu'il était un grand fan de lutte, Carl Leduc raconte que quand il a travaillé à Memphis, Sid s'occupait de lui parce qu'il avait trippé sur Joe Leduc, son oncle. Donc, il l'aidait avec toutes sortes de choses. C'était un homme très, très généreux. PCO en parlait d'ailleurs aussi là, au Roi de la Reine. Et d'ailleurs, PCO, on va l'avoir. Il va sûrement t'en parler. Aussi. C'est quelqu'un qui nous raconte, qui prenait soin des gens derrière le rideau quand il n'y avait pas de caméra puis qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux pour se mettre over avec ça. C'est qu'il faisait des choses pour les gens sans nécessairement en demander une reconnaissance. Donc, à partir de là, il va revenir à la WCW en 93. Et peut-être que c'est là, finalement, là, en rétrospective, que tu as peut-être vu. C'est là qu'il va faire équipe, entre autres, avec Vader. Il va avoir le British Bulldog là-dedans. Donc, c'est l'époque, là, plus ou moins, WCW à RDS avec Richard Charland. Mesdames, messieurs, bienvenue à la lutte WCW. Ici Marc Blondin, à mes côtés, l'homme qui, ce soir, nous montre sa vraie image avec une cravate remplie de cochons. Un cochon, c'est parce que quand je l'ai acheté, j'ai passé devant le magasin, j'ai vu ta face de cochon tout de suite. Je l'ai acheté parce que, gars, ça paraît, gars, tes 4 mentons, pareil comme le cochon, ça, vous avez 4 mentons, toi et deux. Puis c'est pour ça que je l'ai acheté. Puis à part de ça, si t'es fin, moi t'as donné, face de cochon. Monsieur Charland, quel savoir-vivre, vous, passe-moi notre bacon, gros porc. C'est principalement connu pour le superbe vidéo de Bash at the Beach où Vader et Sid vont envoyer un nain avec une bombe faire exploser le bateau de Davey Boy Smith et de Sting. Cherchez ça en ligne. Le film vidéo de Bash at the Beach, qui faisait la promotion de l'événement. C'est comme assez spécial en rétrospective que WCW dépensait autant d'argent pour créer ce genre de promotion-là. Et cette run-là va se terminer un peu bizarrement avec une bataille dans un hôtel en Angleterre avec Arn Anderson. Une vraie bataille où Sid va être poignardé avec
des ciseaux parce que Arn Anderson, pour se défendre dans cette bataille-là, va poignarder Sid avec une paire de ciseaux qui la grippe par pure chance. Tout aurait commencé avec un argument là, parce que tout se déroulait pour que Sid devienne le nouveau champion dans le Starrcade contre Vader et devienne le nouveau babyface de la compagnie. Et Sid se serait vanté un peu trop. Arn lui aurait mis d'en face ses échecs du passé, quelque chose du genre, et ça a fini en bataille. Et ça a fini que Sid a été renvoyé. Ce qui va nous conduire, est-ce que c'est Ric Flair qui va battre Vader finalement à Starrcade cette année-là en 93? Pourquoi tu me parles de ça, puis j'ai chaise dans la tête? Il y avait pas, ça n'a pas commencé. commencé. Si ma mémoire est fidèle, Sid a brisé une chaise et menaçait Arn avec un morceau de chaise brisé. OK. Je ne sais pas où c'est que j'ai lu ça, mais en tout cas, je l'ai lu dans un des livres. Écoute, c'est une histoire qui a presque 35 ans maintenant. Donc, c'est sûr, là, ça fait partie des légendes du monde de la lutte. Boy. C'est dommage, mais c'est comme ça que ça s'est terminé à l'époque. Les deux en ont fait la paix des années plus tard. Vont même se retrouver dans le même ring. Et des choses comme ça. Donc, il y a des choses que parfois l'alcool et la jeunesse nous font faire qu'on regrette des années plus tard. Ensuite, peut-être la run la plus importante, c'est de 95 à 97. Il va retourner à la WWF. Et là, il va devenir champion du monde. Entre autres, il va battre Shawn Michaels, peut-être dans un de ses meilleurs combats. Puis il va être le bodyguard de Shawn Michaels. C'est là qu'on va lui accoler le surnom de Psycho Sid. Mais Shawn sentait alors que la jalousie montait de la part de d'autres superstars comme Adam Bomb. Ils étaient jaloux de sa relation avec Pam Anderson, jaloux de ce qu'il ait gagné au Royal Rumble. Alors Shawn est allé chercher de la grande protection. Ladies and gentlemen, the new bodyguard of the Heartbreak Kid, the big, the bad, the vicious Sid! Avec Sid le cinglé dans son coin, Shawn est maintenant beaucoup plus confiant, beaucoup plus arrogant et détestable. Quel courage, Shawn Michaels, chapeau! Donc on va couper le Vicious, on va couper le Justice et on va l'appeler simplement Psycho Sid. Ce qui va lui permettre de développer ce personnage un peu là, hors-homme qui pète les plombs. Là. Puis qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va faire. Donc, il va venir remplacer Diesel comme bodyguard de Shawn Michaels, après que Diesel va devenir un babyface. On entretient beaucoup d'espoir sur lui parce qu'on le sait bien, là, Vince tripait sur ce type de lutteur-là et de physique-là. Il va quand même devenir champion du monde et être en main event de WrestleMania pour une deuxième fois, ce qui n'est pas rien. Ça n'arrive pas à tout le monde d'être deux fois en finale contre Undertaker, où il va perdre la ceinture contre Undertaker. Il est peut-être bon de noter, si vous regardez le finish de WrestleMania 8, il y a comme un délai, il se passe de quoi où on a l'impression que Sid se dégage quand il n'aurait pas dû se dégager. Vous remarquerez le finish de WrestleMania 13, le 1, 2, 3 de l'arbitre sur The Undertaker qui bat Sid. C'est le 1, 2, 3 le plus long de l'histoire. C'est comme si on s'assurait qu'il était pour rester à 3, mais longtemps. Vous regarderez le compte de 3 de WrestleMania 13, c'est long. C'est vraiment, selon moi, c'est le 1, 2, 3 le plus long de l'histoire. C'est vraiment 1, 2. Ah, ouais. 3. Puis, c'est vraiment. Regardez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais vous allez être surpris. Ensuite, là, il y a un petit trou 97 à 99. En 99, il va revenir avec, étrangement, quelques apparitions avec ECW, Extreme Championship Wrestling. Et pour montrer jusqu'à quel point son personnage a de l'ampleur,
il va connaître beaucoup de succès dans ces apparitions-là. Au contraire de penser que les fans super hardcore de lutte vont être contre Sid, au contraire, ils sont très, très contents. Paul Heyman le book de façon très brillante, c'est-à-dire il fait pas vraiment des matchs, il rentre, il plante plein de monde, fait des powerbombs, il revole, tout le monde en revole. Donc, ça fait des segments pleins d'énergie qui mettent en valeur Sid et c'est une grosse vedette. Les gens triplent là-dessus. Ça va le conduire à une dernière run avec la WCW 99-2001. Le run que tu as vu certainement. Miss Madness attrapé au vol, tiens, t'en feras plus! Et on l'a... Oh, mon Dieu! Oh! En plein sur les câbles! Ben voyons C'est donc, qui qu'est-ce ça? qu'il fait là? C'est Sid! Sid! Ben voyons donc, toi! Oh! Qu'est-ce qu'il vient faire là? Il n'y a pas d'affaire là, lui, là. Il est même pas avec nous. C'est lui qui conduisait la Hummer! T'es sérieux, là? Non. On sait très bien ce qu'est capable de faire un gars, ce Sid en question. On l'a connu. Ça va jusqu'à la toute fin de la WCW. On a même posté plutôt l'entrevue que le tourneur avait fait avec lui la semaine passée. Oui, non, j'ai vu passer ça, effectivement. Et dans cette run-là, malheureusement, ça va se terminer avec quelque chose que j'ai décrit. Majeur. J'ai décrit sans le savoir que c'était pour arriver. C'est clairement peut-être l'accident live le plus graphique qu'on a pu voir dans la lutte. On en a vu d'autres dans les dernières années. Là, je pense à Ray Phoenix qui se disloque le bras. Puis il y a un des Top Flight qui s'est blessé une jambe, qui était assez pas loin de Sid. Mais ce que Sid a vécu en direct, en plein milieu du ring, où on voit très bien la situation, et il se brise la jambe, disloqué, puis le pied qui revire de bord. C'est assez graphique. À ce jour, quand tu la regardes, tu peux pas faire. Tu regardes Scott Steiner qui sait pas quoi faire. Puis bon, l'histoire derrière de ça, c'est que c'est John Laurinaitis, maintenant célèbre pour d'autres raisons qu'on n'embarquera pas ici. Parlant de ça, tu n'étais pas là, mais tu n'as pas écouté l'épisode de la semaine dernière où j'ai décortiqué le livre de Earl Hebner? Non, j'ai pas encore eu la chance. Écoute, pour Earl Hebner, Johnny Ace, it's the biggest asshole in the world. Écoute, je pense que c'est une opinion que de tous les gens à qui j'ai parlé, même son frère, Road Warrior Animal, avait pas des bonnes choses à dire de Johnny Ace. Fait que, comme la parenthèse. Tirez-en à vos propres conclusions. Donc, va lui suggérer ce mouvement-là, d'être sur la deuxième corde puis de sauter en faisant soit Big Boot. Un mouvement que Johnny Ace avait fait au Japon. Sid était plus ou moins chaud à l'idée parce que sauter des câbles, c'était pas sa poche de thé, comme ils disent en anglais, ou sa tasse de thé, comme ils disent en anglais, cup of tea. Mais il va le faire quand même, il va se blesser. Donc, tout ça finit en litigation avec la WCW, ce qui fait que quand la WWF achète, ben, Sid est en fin de contrat puis il est blessé à la maison. Donc, ne reviendra pas. Donc, il va revenir quand même quelques années plus tard. Et étrangement, ou surprenamment, ben, sachez que c'est à Montréal qu'il va faire son retour après cette blessure-là. Son premier combat, c'est à Montréal pour la IWS de Montréal, en équipe avec PCO. Ça devait être une nouvelle façon pour eux de relancer leur carrière ensemble, en équipe, puisque c'était de très bons amis. Donc, il s'appelait The New Shit, du moins pour les circuits indépendants, c'était ça le plan. Il y avait des idées d'aller au Japon avec ça, en équipe, puis du Japon, ultimement, ben, d'obtenir un contrat avec la WWF. En étant en équipe comme ça, ben, la limitation que la blessure apportait à Sid, ça leur permettait de bien avancer. Par contre, c'est la seule apparition de l'équipe, ça finit par ne pas fonctionner. Quand on dit là, que quelqu'un est proche, si Jacques Rougeau et Pierre Carl étaient comme ça, là, donc les deux doigts collés ensemble, la façon que
que Carl a toujours décrit sa relation avec Sid, c'est que lui et Sid, c'était comme ça. C'était vraiment des atomes crochus entre deux personnes qui s'entendent bien pour voyager, pour parler, pour partager la vie familiale, ce que les lutteurs font pas souvent. Là. Exact. Donc, tu sais, ça a été un dur coup parce qu'ils ont vraiment cru à ça. Par contre, ils ont gardé le contact jusqu'à la toute fin. Sid a toujours été un très grand un très grand cheerleader pour PCO en arrière du rideau pour lui dire de foncer, d'essayer son nouveau personnage, etc. Donc, de là, il va faire très peu d'apparitions, surtout du circuit indépendant. Il me semble que je l'ai vu, moi, à Hawkesbury. C'est possible. Écoute, il est venu lutter pour la NCW au centre NDR contre Frankie. Ça a fini en combat par équipe. Moi, il me semble Devin Nicholson l'avait booké. Devin Nicholson. Là. Je me demande si c'est pas la fois où j'ai été l'arbitre du combat entre Sylvain Grenier et PCO. Ça se peut très bien parce que Devin Nicholson, un autre personnage célèbre pour des mauvaises raisons dans le monde de la lutte, utilisait Sid beaucoup, utilisait aussi beaucoup PCO. De mémoire, je crois que le dernier combat que Sid va faire, c'est avec cette organisation-là, parce que c'était potentiellement la seule organisation qui était prête à payer le montant que Sid faisait pour ces apparitions-là. Il va faire des conventions d'autographes, ces choses-là. Quand il y avait eu l'anniversaire à la WWF de Monday Night Raw, il va faire ses dernières apparitions de ce côté-là. Il va avoir un combat contre Heath Slater. Vader avait été dans ces segments-là aussi. Là, donc, il avait fait plusieurs légendes encore capables de faire des mini-matchs et il avait fait partie de ces segments-là. Il y avait toujours eu un espoir, comme bien d'autres, d'être invité à faire le Hall of Fame. Je pense que c'est d'avouer qu'on a manqué des fenêtres dans plusieurs cas, dans le cas de Sid. On a manqué une fenêtre de l'avoir de son vivant. Même chose pour Vader ou des gars comme ça. Puis là, dans le cas de Sid, en plus, on ne savait même pas qu'il était malade. Peut-être qu'on se disait qu'on avait le temps de l'inviter. Maintenant que Vince McMahon n'a plus voix au chapitre, on peut penser que même si quelqu'un est décédé, ça n'empêchera pas nécessairement la WWF de l'introduire au temple de la renommée. C'est une excellente carrière. Quand même, 2 fois champion du monde WCW, 2 fois champion du monde WWF, c'est pas rien. 2 apparitions finales à WrestleMania. C'est ça. Donc, à partir de là, c'est pas rien. Mais en même temps, comme je disais, je pense que le personnage le plus proche, c'est le Ultimate Warrior, c'est-à-dire que tout était dans la personnalité, dans la présentation, dans le physique. Il n'y a jamais eu de grand combat. Et c'est toujours quelqu'un qui a marqué l'imaginaire, que les gens se souvenaient qui était plus grand que nature, puis qu'on voulait voir en personne, qui était toujours impressionnant. Et à sa décharge ou à son honneur, c'est toujours quelqu'un que les gens ont eu des belles expériences quand ils l'ont rencontré. Puis dans le monde de la lutte, c'est relativement rare également. Donc, c'est une personne simple, puis une bonne personne. Ça explique peut-être pourquoi lui et PCO étaient comme ça. Comme les 2 doigts de la main et plus. 2 doigts de la main entrelacés. Écoute, Bertrand, on devait aujourd'hui faire l'épisode sur les commissions athlétiques, alors qu'on repousse d'une semaine. J'ai bien hâte d'entendre tes anecdotes. Et notre autre invité sera nul autre que Gino Brito. Alors, il va avoir ses propres anecdotes, Gino. Oui, c'est sûr. Alors, professeur Bertrand Hébert, merci beaucoup de nous avoir amenés dans l'univers de Sid Vicious, Sid Justice, Psycho Sid et je n'oublie-tu un? Non, c'était les 3 principaux que les gens se souviendront dans la carrière de Sid. Merci beaucoup encore une fois. À la semaine prochaine. La grande histoire de ma petite vie. L'autobiographie de Marc Blondin. Toujours disponible, mais la quantité minime. As-tu ta copie? On est de retour, mon cher Handsome JF, sur le podcast épisode 181 sur notre ami qui est parti trop tôt, comme tous ceux qui partent trop tôt. Écoute, tout le monde le sait que Pierre-Carl Ouellet, PCO, notre ami, était très près de Sid Vicious. Même que lors de l'entrevue, j'ai été surpris qu'il était si près
sais, je savais que, tu sais, des fois, on dit, Ouais. ah, c'est mon chum, c'est mon ami, mais quand vous allez écouter l'entrevue qui va suivre, vous allez voir que ça date de longtemps et les deux se respectaient et s'aimaient beaucoup. Ouais, alors sans plus tarder, on va y aller tout de suite dans cette entrevue avec PCO. J'ai hâte de l'entendre nous parler de son ami, Sid Vicious. Alors, on est content de retrouver nul autre que PCO avec nous. Pour parler de... Habituellement, on aime s'amuser puis on aime un peu rire, mais là, c'est moins drôle. Tu as perdu un ami. Est-ce que c'était vraiment un ami, Sid Vicious, Sid Justice, whatever? Ben, moi, ça a été mon meilleur chum dans le business, là. Je veux dire, c'est sûr qu'il y en a d'autres qui sont greffés là, au fil des années, mais quand je regarde dans ces époques-là, aller jusqu'à temps qu'à Ring of Honor, même dernièrement, la dernière vraie conversation qu'on a eue, c'était peut-être même pas un an, là, tu sais, on s'échangeait quand même. Moins de texte à la fin, moi, te le dire pourquoi. Là, comme je me le dis, c'est mon meilleur chum de la business. Après ça, tu peux avoir, là, parce que dernièrement, dans les dernières années, en travaillant avec Rhino, on est devenus bien proches l'un de l'autre aussi, là, tu sais. Fait que t'as Rhino, t'as les gars comme Dreamer. C'est des bons chums, mais tu sais, c'est pas... Ça sera... Rhino, c'est quand même proche. Mais Sid, il est venu souper dans la maison. Il est venu souper à la maison avec mon père. Il connaît mon père, il connaît ma mère. Très proche de ma soeur. Puis on était vraiment, vraiment pas. Moi, j'ai resté chez eux pendant 2 mois à un moment donné. C'est où ça chez eux? C'était où? Ben, c'était à Memphis, ben, c'était à West Arkansas. C'est 20 minutes. Tu prends le pont à Memphis pour aller à West Arkansas. C'est juste 20 minutes de l'autre côté. Là. L'État est séparé par un pont, là, les deux États. Puis, Mais tu l'as connu quand, lui, dans ta carrière? Ça, j'étais à Boston Open. J'ai fait Boston Open hier. Là, je dis à Bully Ray et à David Lagrega, j'écoute, moi, j'étais assis en 93 à un TV taping. Sid rentre. Moi, je sais c'est qui, là, la WCW. Puis, tu sais, il avait déjà fait sa première entrée. Moi, je me souviens de lui, ça m'avait marqué parce que c'était à Hogan contre Slaughter, je pense. C'était un gros pay-per-view. Puis, Sid était une petite camisole avec des gros trapèzes, des gros cheveux blonds, puis frisés. Puis, il avait arrivé comme arbitre spécial comme vilain. Pour faire un screwjob à Hogan. Mais je pense que ça a fini qu'il était. Je me souviens pas de la fin du match au Slaughter. C'est Hogan qui gagnait, c'est sûr. Je pense que Sid, finalement, en tout cas, ils ont fait une monture. Mais que moi, je me souvenais de ça. J'avais tout vu ça, j'avais vu ses débuts à WCW. Puis, tu sais, j'étais vraiment impressionné par le gars de ce que je voyais à la télé. OK. Là, j'étais assis dans un sofa, j'attends, tu sais, dans l'après-midi, tu sais, on a des nouvelles, puis tout ça, là. Le bout de long. Il s'en vient déjà me voir. Tu sais, il dit salut au monde, mais tu sais, il s'en vient comme en flèche vers moi, puis il dit hey, je regarde le show depuis un bon bout, là, parce que je sais que je m'en viens ici. Puis il dit vraiment, j'étais impressionné par ton travail, puis tout, puis j'aime ce que tu fais, tu sais. Fait que tout de suite, on a cliqué. Puis après ça, en 95, quand j'ai commencé à la FIT, ben, tous mes road trips, tous mes hôtels, tous mes voyages en Europe, tous mes temps off, on se voyait. On s'entraînait ensemble. Des fois, là, on luttait même pas. Il venait à mon gym à Saint-Constant, ou ben non, j'allais chez eux. On trouvait plein de manières on avait du fun. En ce temps-là, on sortait aussi. Là, on sortait. On a eu des bonnes soirées. On a eu du fun. C'est ça, comme, ben, mettons, ligue de poche, puis du bingo, des sorties de même, là. Non, ben, tu sais, c'est pas grave. Je veux dire, on y allait dans les bars. Surtout dans les tournées européennes. C'était beaucoup parce que on avait tellement de fans qui nous suivaient partout en autobus, partout. On devenait amis avec les fans. Puis,
il y a une fille, ça fait 25 ans de ça. Il y a 3-4 filles que c'est devenu des hôtesses de l'air. Ils étaient plus jeunes. Tu veux dire des agents de bord? Ouais, excuse. Je ne veux pas offusquer. Mais les agents de bord, puis la fille, elle peut voyager, elle peut venir au Canada, elle vient voir des shows de la TNA, elle vient voir à un moment donné, puis on avait tellement de fun dans le temps, puis on faisait juste prendre un drink, à l'hôtel avec le monde, là, puis Sid racontait des histoires, puis c'était un comique. Puis, en tout cas, elle dit, là, j'aimerais ça, si je peux le rejoindre, je renverrai son chandail qu'elle avait oublié. Regarde, elle en fout de son chandail, là. Ben, elle était contente. Ça y est parlé, elle a envoyé son chandail. Sid l'a fait rire. Ça fait pas longtemps, là, ça. Elle m'a écrit pour me dire ça 2 jours, hier ou 2 jours. Non, elle était vraiment proche. C'était vraiment mon grand chum. Puis il était proche de ma soeur. Ma soeur était souvent malade jeune dans le temps que Sid l'a connu à cause de la leucémie. Fait que c'est un gars qui était beaucoup impliqué dans la communauté, chez eux. Impliqué avec des gens plus démunis. Il allait porter du manger chez eux. Payait des bicycles à pédale aux jeunes démunis dans sa communauté à West Memphis, en Arkansas. Ma soeur s'informait toujours sur elle, comment qu'elle va, des parents, puis tout. Non, ça, à la fin, je te dirais, là, depuis 2021-2022, il m'a jamais dit qu'il avait un cancer, mais tu le sens. Okay. Parce que les conversations, c'était plus pesant, tu sais. Mettons, on ne peut pas avoir. C'était pas tant. Oui, une couple de jokes, c'était là, mais c'était plus comme. Ouais, là, tu sais. J'ai rencontré un curé, puis un prêtre, whatever, là. Je vais voir, là, je vais revenir avec ma femme. Elle s'était laissée un peu parce que ça n'entendait pas bien. Il y avait eu beaucoup, beaucoup. Moi, je pense depuis que sa cheville avait cassé, là, sa jambe dans la botte, là, toute cassée. Là. Que j'ai décrit sans le savoir que ça arrivait. Ouais. Ben, moi, je pense que depuis ce temps-là, moi, je l'ai connu, là. Ça a pu être le même gars après ça. OK. Ça a été tellement. Ça y a tellement fait mal. Ils ont mis une pine de fer dans le pied. La réhabilitation, c'était interminable. 4 ans, 5 ans. Painkiller. La douleur tout le temps. Il était malheureux. Il était frustré parce que c'est John Laurinaitis qui l'avait forcé à faire le move. Ouais. Il voulait pas le faire. Il avait pas un bon feeling sur le move. Ils ont dit, mais non, ça va être écœurant. Fallait. Ça n'aurait rien changé dans le match. Mais écoute, c'est dû pour arriver, c'est arrivé. Il aurait peut-être fait ordinaire, puis ça aurait peut-être cassé pareil. Ouais. On ne saura jamais. Ça m'amène à un point que j'ai discuté tantôt avec Bertrand. Je viens de passer au travers du livre de Earl Hebner, puis je l'ai décortiqué au complet. C'est incroyable comment il déteste Johnny Ace. C'est fou et comment il traite de asshole, trou de cul, là, une des pires personnes. Mais c'est ça parce que souvent, toi et moi, on se parlait, là, bon, je sais pas, quand tu communiquais avec lui pour essayer d'avoir un try-out, là, puis j'ai le feeling qu'il ne te traitait pas très bien, me semble. Il me traitait bien au téléphone, mais c'est parce qu'il avait la réputation d'être un gars deux visages un peu. Visage à deux faces. Ouais, puis tout le temps, sa réputation, parce que moi, j'étais allé au Japon, travailler un mois pour lui au Japon. C'est une même qu'on s'est connus, puis après ça, il a commencé à travailler à WWE. Fait que, un moment donné, je suis dans un souper, on est au Japon, il y a moi, Vader, Gary Albright, d'un plus gros nom, là, il y a, je pense, Johnny Smith, des British Bulldogs, là, le troisième. Après ça, tu avais, en tout cas, on était 7-8, là.
tous des Américains, là, c'est pas des gars du Japon, là, pas de Japonais. Là. Puis lui, c'était le booker du talent américain. Hein. Ah, j'en revenais pas comment il était détesté. Ah, ouais. Les gars, là, les gars, ils souhaitaient qu'ils meurent tellement qu'ils étaient détestés. Eh, boy. Ah, j'en revenais pas. Ça jasait dans son dos, là, ça gueulait, là. Il était détesté. S'il y en a qui viennent de se joindre à nous, là, on parlait de Johnny Ace, on parlait pas de Sid Justice. Là. Lui, il était aimé. Non, John Laurinaitis, Johnny Hayes, ouais. Non, Sid UD, Sid Justice. Non, c'est un gars humble. Tu l'as rencontré, je suis sûr, plein de fois. Tu sais, c'est pas comme qu'il était déjà arrivé des affaires de CW. Même, on en connaît à TNA. C'est hey, salut, puis tu sais, ça prend tout pour que le gars t'envoie la main ou ben, il tente pas, genre, là. Ouais. Ben, Sid, c'est un gars humble. Parle-moi quand vous avez formé une équipe, vous vouliez vous relancer tous les deux. Écoute, son premier match, marché. c'était son premier match. C'était l'enfer, ça. Cette journée-là, c'était une des pires journées de ma vie, OK? À cause que. Mais c'est drôle aujourd'hui, là. Ben ouais, ben, parce que il était pesant moralement dans ce temps-là. Là. Ça c'est après après 3-4 ans, après qu'il était capable de marcher un peu plus sur sa cheville. Là, okay. Au début, il a pris des bookings. J'étais allé en Australie avec lui, on était allés ensemble faire une tournée là-bas. Il était comme guest referee sûr ou enforcer à cause qu'il avait trop mal à la cheville. Il ne pouvait pas lutter. Ça, c'est son premier soir qu'il lutte vraiment depuis sa blessure. Puis c'est à Montréal. Ouais. Puis le monde attendait, là. Puis là, hey, pendant 3-4 jours, ah non, ça va être cool, notre affaire en équipe, puis on va faire ci, on va faire ça. Puis tu sais, il me jasait ça au téléphone des mois avant. Puis là, la journée même, c'est pas calme. Je pense pas de revenir dans la lutte. Ben, voyons. Le promoteur, il appelle, là. Il est 7 heures, là. On est supposé d'être là-bas. Là, tu me dis que ça te tente plus de lutter. Hein? Moi, je trouve pas ça drôle, ben. C'est sûr. C'est sûr. C'est là que tu m'avais appelé pour que je le remplace. Je ne sais pas. Hey. Non, mais j'en ris aujourd'hui parce que ça devient des souvenirs. Ouais. Mais, hey, je la trouvais pas drôle. J'étais stressé. La place était bien pactée, bien pleine. Tout le monde attendait ça. Puis là, ça ne tente plus. Non, j'ai eu des up and down avec. Ça, je dis que c'était un grand chum parce que, tu sais, une autre fois, je l'avais bouclé en Allemagne contre moi dans un main event, puis il m'appelle la veille, il m'a dit qu'il ne peut pas venir. Là, je me suis effondré dans la cabine téléphonique, je te jure, je n'ai pas trouvé drôle. Tu es obligé d'aller dire au promoteur, finalement, il ne peut pas. C'est toi qui l'avais amené. Ouais, c'est tout le monde. Ça fait des semaines qu'il t'a annoncé, les billets se vendaient. Puis il me cancellait à la dernière minute. Mais tu sais, c'est pas des. Ça a créé des liens parce j'ai continué à y parler. Puis tu sais, ça, j'ai trouvé ça plate. Puis tu sais, j'étais hésitant à faire des affaires avec parce que si tu regardes dernièrement dans les messages, le monde dit à tous les 6 mois, il lâchait pour une partie de softball. Ouais. Elle vient dire ah non, je peux pas, j'ai un tournoi de softball en fin de semaine. Mais c'était pas vraiment ça. C'est que il était beaucoup changeant d'idée. Ça allait dans une direction. Ah non, j'aime pas la direction que ça va. Mais c'était un gars humble pareil. Avec Vince, c'était peut-être pas facile pour lui de dealer avec Sid ou la WCW. Mais c'est pas un gars qui était marchait en tête en l'air puis il voyait pas personne dans l'entour. Un gars vraiment généreux. Puis est-ce qu'il t'a encouragé dans est-ce qu'il t'a parlé de ton nouveau monstre, ton nouveau personnage? Ouais, ben, lui, il pense vraiment que ça vient de lui, là.
parce qu'on a déjà parlé de des genres de gimmicks semblables, mais ça vient vraiment de Destro, mais c'est sûr qu'il y avait, quand j'ai parlé au téléphone avec, il dit ouais, il dit, je comprends, ça vient de Mike, mais il dit, avoue qu'on avait parlé de ça. Puis, en tout cas, c'était plus évolué son affaire, c'était dur à suivre. Il y avait des chips contrôlés à distance dans le cerveau. C'est une gimmick qui coûtait cher, là, mais c'est ça. Si tu regardes ça en gros, quand il a vu le personnage à la télé avec l'électricité et tout, puis ces affaires que lui il a parlé, je comprends qu'il a fait un lien que ça pouvait avoir rapport avec nos discussions. Là, pour ça qu'il a fait, il en a parlé. J'ai mis la page sur ma page Facebook. Sid Vicious s'est impliqué dans la renaissance de Carl Ouellet. OK. Je vais aller voir ça, je ne l'ai pas vu. Ouais, il est sur ma page Facebook. Okay. Ben, mes 2 pages Facebook en même temps, je vais en plugger, là, parce que j'ai fait une page 2, PCO page 2, à cause que, je peux pas recevoir. J'ai peut-être 1000, je sais pas, 1000 personnes en attente d'une réponse d'être ami, Je me garde tout le temps 10-12 places, avant 5000 pour des journalistes ou du monde de même, du monde de la presse. Là. Ouais. Fait que je poste la même affaire pratiquement sur mes 2 pages. Fait que, pas une page fan, j'ai parti. Que les pages fans, je m'en ai fait enlever 2 puis 3, sont vraiment sensibles sur le contenu que tu mets. Si tu mets une vidéo de TNA ou de New Japan, ils coupent ta page. Là, tu montes ça à 20 000 abonnés, puis tu avais tout coupé ça. Ça recommence. Je vais recommencer une autre page de 5 000, puis si je me rends à 4 pages, je monterai à 20 000. C'est ça. Tout. Fait que la 2e page s'appelle PCO 2? Page 2, hein. Page 2? PCO Pierre Carolette, page 2. Page 2. Ah ben, c'est à peu près comme le dernier livre que tu as lu. Tu es rendu à page 2. Mon dernier enfant, 31. Son nom. Eh, boy. Je pense encore, là. J'en ai un d'autres enfants. Mettons Stéphanie, elle accouche, là, si ça tombe enceinte, là. Moi, là, je propose 31. Ouais. Comme nom pour un gars. Puis, même, pas pour une fille, parce que 31, ça se dirait mal. Mais 31, ce serait beau. J'essaie de te suivre, là, puis il me manque un bout. Ça manque tout le temps. Hey, c'est sûr. T'es donc bien langue sale. Ah, boy. Seigneur. Mais ça me dit quoi, là, cette affaire-là? On a niaisé avec ça, je suis certain. Ben oui, RDS, ben c'est sûr, on parlait tout le temps de ça. Ça a duré des semaines, là. Ça avait-tu rapport avec Carey Price ou? Non, je sais pas. Je sais pas. Ah, ça, pourquoi? Probablement parce qu'il y avait eu London. Non, elle n'était pas là encore. Non. Non, elle a été chanceuse, elle ne s'est pas appelée 31. Eh, boy! Non, ben, je trouvais, très cool, tu sais, le jeune arrive à l'école, 3-1 Wallet, tu sais. Tu sais, ça fait différent, c'est hot, tu sais. Ah oui, c'est bon, très hot. Très 31, hot. viens de expliquer ton devoir. Parce que, tu sais, je me disais, on s'en vient, on est tu sais, dans la façon que la société, on a des numéros de carte d'assurance sociale, des si, tout marche par numéro. C'est bien d'y aller avec des numéros. Ça me faisait penser à des films un peu de science-fiction, parce que tu sais, des codes à bord. Oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est le bout le moins intéressant. Là, je te disais, pour niaiser à la télé, puis on faisait des comics, là, on a tout fait des niaiseries, puis c'était drôle aussi. On aimait ça avec de l'humour que ça passait, que le monde était crampé. Je me souviens de Nathalie Tremblay, à Bertrand, à Geoffroy, Kelly, tout le monde se souvient de ça. C'est sûr, c'était fou. Que veux-tu, on est rendu maintenant sage et plus vieux. Ouais, ben on n'a pas. Ah, PCO, c'était vraiment gentil de ta part. Je sais que tu
prends un vol dans quelques heures pour poursuivre ton travail avec TNA. Fait que je te remercie beaucoup de nous avoir parlé de ton ami Sid, un autre que le monde de la lutte professionnelle a perdu. Je t'en ai parlé, moi, au personnel, au point de vue de sa personnalité au jour le jour. Je ne t'ai pas parlé de ses exploits dans la carrière. Une carrière incroyable. Bertrand l'a fait, lui. Oui, c'est ça. OK. C'est ça. Toi et Bertrand, là, vous vous complétez si bien. Tu l'as dit. Exactement. Merci, mon ami. It's alive. It's alive. Simmania 7, le retour des bonhommes 7 heures. Vendredi, le 1er novembre, à la microbrasserie L'Entêté de Mirabel. 7 combats, dont un match de cercueil et un événement spécial. Ensom GF se fera-t-il donner la leçon par Santino Marella? Table VIP disponible. On est de retour au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Marc, je veux savoir, toi, ta relation avec Sid Vicious, est-ce que tu l'as côtoyé? L'as-tu rencontré à l'époque de WWE, à WCW? Parle-nous-en un petit peu. Ben, faut que je fouille dans ma mémoire et là, j'ai tassé bien du brouillard. Mais tu as vu l'entrevue que David Jouan avait postée sur le groupe. Entrevue réalisée par Michel Le Tourneur. Comme de raison, cette journée-là, j'étais à côté de lui. Donc, mais tu t'en rappelles pas. Ben oui, je m'en souviens. Mais honnêtement, je vais dire une chose que je ne me souvenais pas. Tout ce que Bertrand a dit et PCO, tout ce que les deux ont dit, comment c'était une bonne personne, ça, je l'avais pas. J'avais pas eu le feeling que c'était une mauvaise personne, mais j'avais pas eu le feeling non plus que c'était une super bonne personne, comme tout le monde en parle. Mais il était fin, il était sympathique quand on l'a rencontré. Il a demandé de faire l'entrevue parce que moi, Michel il était là, mais on était tout le temps ensemble. Je crois l'avoir recroisé, puis j'ai oublié d'en parler avec PCO, à Hawkesbury. Et parce qu'il était près de PCO, puis il était près de Hannibal. Et je pense qu'il était de la carte quand j'ai été l'arbitre entre PCO et Sylvain Grenier. Fait que j'ai arbitré ce match-là que personne n'a vu, qui était le seul entre ces deux-là. Mais il me semble bien que Sid était là. Puis, et ce qui est drôle aussi, ben drôle, c'est pas drôle, là, mais mon chum Steph Mag avec le sourire. Oui, il accueille les sourires tout le temps. Exact. Et Steph voulait payer pour que Sid Vicious vienne à Simmania. Puis ça fait pas longtemps. Là, ça fait 6 mois maximum. Ils se sont mis 2-3 ensemble. Ils ont dit on le paye, on veut le voir. Puis là, ils ont vu des photos de lui. Ils ont dit ouf, OK. Je ne sais pas s'il avait gardé en tête l'image de lui des années 2000, mais 25 ans plus tard, on voyait que c'était plus le même gars. Mais moi, ce qui me surprend dans tout ça, c'est le fait qu'il n'avait pas parlé à personne. Non, c'est ça, c'était pas connu qu'il y avait un cancer quelconque. Il profitait des moments en famille. Toi, est-ce que tu as eu des... Qu'est-ce que ça te dit, Sid Vicious? Ben, tu sais, moi, je l'ai connu à l'époque, pas l'époque de Sid Justice. Moi, je l'ai connu quand il était revenu à WWE comme le bodyguard de Shawn Michaels. Puis, il avait été son bodyguard à WrestleMania 11. Avait accompagné Shawn Michaels au ring. Shawn Michaels avait perdu contre Diesel à ce moment-là. Et le lendemain, à Raw, HBK sort faire une promo et dit à Sid, « Ce soir, je te donne la soirée off parce que tu ne m'as pas aidé à gagner hier. » C'est là que Sid il avait fait 3 powerbombs de suite. Je me rappelle encore, c'était en 95, j'avais 15 ans. Et c'est Diesel qui avait fait le save. Il y a quelques semaines, lorsque Sid le Cinglé s'est attaqué à Shawn Michaels, on a senti les séismes à travers la fédération. Oui. Surtout après 3 coups de son super powerbomb, comme on l'appelle. Oui, c'était son employeur. Et voilà que, heureusement pour Shawn Michaels, Diesel s'est lancé à l'attaque contre Sid le Cinglé. Mais là, avançons, 13 juin 2009, NCW, on annonce un combat Sid Vicious contre Frankie the Mobster. À cette époque-là, moi, je lutte en équipe avec Jeff Rassett, les frais, habillés en léopard. Et quand on arrive au show, on est tous là backstage. Sid Vicious arrive et fait le tour de tout le monde.
et serre la main à tout le monde. Fait que tu sais, ce que tu as entendu dire que c'est un bon gars, là, c'est un vrai bon gars parce qu'il a fait le tour du locker room, tu allais se présenter, serre la main à tout le monde. Quelle sorte de poignée de main? T'as semi-molle, on en a parlé la semaine passée. C'est un vieux de la vieille. Et par chance, ce soir-là, Frankie the Mobster, lui, je pense un de ses lutteurs préférés, c'était peut-être Sid ou Diesel, mais je me mélange, mais a toujours aimé les gros gars. Et au lieu de l'affronter, Frankie voulait lutter en équipe avec lui. Ce qui m'a permis en finale, moi et Jeff Rassett, d'affronter Frankie the Mobster et Sid. Et je l'ai publié sur mes médias sociaux quand il est décédé, des images que Sid Vicious me fait le fameux powerbomb pour me compter 1, 2, 3 puis remporter le match. Fait que j'ai eu la chance de travailler avec Sid. Ah oui, je savais pas ça. Ton amnésie est un peu contagieuse. Je me rappelle vaguement du match, mais je me rappelle que ça avait été super soft. On avait eu une grosse hit sur Frankie pour donner le hot tag à Sid. Et moi, j'avais eu la chance de prendre son powerbomb. Vous irez voir ça sur mes médias sociaux, Jean-Frédéric Clément, ou sur mon Instagram, TheHandsomegF. J'ai publié les 2 photos quand je suis dans les airs, dans le powerbomb. Donc, ça m'a rappelé des souvenirs. Puis, je me suis rappelé l'histoire quand il s'était présenté à tout le monde. J'ai trouvé ça extraordinaire. La question qu'on se pose, est-ce que tu avais plus de cheveux? Possiblement, oui. J'avais une bonne tosse à l'époque. Je ne sais pas quand j'ai commencé à perdre mes cheveux. Je retiens l'hérédité du côté de ma mère. Jean-Marie Lupien, mon grand-père, qui a perdu ses cheveux très tôt et qui portait une perruque. Ça, c'était une autre histoire. Puis le long nez que j'ai, c'est pas parce que je suis menteur. Ça, c'est le côté de ma mère. Donc, j'ai hérité de tous les mauvais côtés de ma mère, il faut croire. Ben oui. Et tu t'appelles handsome. C'est quand même spécial. Hein? Hey, je suis quand même beau avec tout ça. Je suis encore beau. C'est ça qui est choquant. La vérité, c'est choquant, Marc. Qu'est-ce que je te dis? Oui. Alors, mesdames, messieurs, un autre épisode de Spécial B. Ça, je déteste. J'aime les faire, mais je déteste ça parce que quand on rajoute un épisode, c'est parce qu'il y a eu une mauvaise nouvelle. 63 ans, là, c'est jeune. Là. Marc, t'es rendu à quel âge, toi, 1958? 66. Ça met les choses en perspective là, pour bien des gens. C'est sûr qu'il a peut-être consommé plusieurs substances que tu n'as pas consommées. On ne sait pas qu'est-ce qui a pu causer le cancer. Le maudit cancer, ça, c'est une maladie épouvantable. Mais c'est très jeune pour décéder. Là. C'est sûr. Alors, la semaine prochaine, on revient avec l'épisode qui était prévu sur les commissions athlétiques. L'entrevue a déjà été faite avec Bertrand Hébert. Il m'a appris des affaires. Écoute, je me souviens, juste vous dire comment Pat Patterson était outré et en tabaslac quand il y avait la commission athlétique. Alors, nos amis européens, ceux de l'Afrique, vont comprendre ce concept-là que c'est une entité gouvernementale qui était là pour aller chercher de l'argent, puis de vouloir se... Et j'ai très hâte de parler à Gino Brito. On a remis l'entrevue la semaine prochaine après le long week-end. Alors, ça sera vraiment spécial. Wow, j'ai hâte d'entendre ça. Et Marc, de quelle façon on invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures? En disant, soyez-y, mesdames, messieurs.